remercier la radio de l'Université Paris-Sud qui diffusera peut-être cette interview. Et la première question, c'est est-ce que ça vous a plu d'être ici et d'avoir participé à ces All-Star Games et à cette prestigieuse conférence? Alors moi je vais dire oui, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un autre public, c'est un autre format. Et puis j'ai adoré t'écouter. Ah bon? Oui, absolument. Et ça, du coup, ça m'a donné plein d'idées pour mes propres recherches. Et voilà. Donc oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Même si on n'était pas sur un dialogue comme on l'avait peut-être imaginé, mais en tout cas j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Je sais pas, est-ce que ça m'a plu de faire le show sur ça? Je sais pas, c'est toujours agréable. Moi, ce qui va me plaire plutôt, c'est de vous rencontrer là maintenant. Parce qu'en fait, quand on est sur la tribune, on parle beaucoup et on ne sait pas bien ce qui se passe dans la salle. Donc, ce qui est sympa, c'est d'avoir l'écho-retour. Voilà. On aurait une question pour vous deux. Donc, au niveau de l'économie, en ce moment, on voit qu'il y a un développement davantage prononcé pour toutes les entreprises, des disciplines qualitatives qui tendent vers plus de quantification. Est-ce que vous pensez que la quantification, c'est un frein ou un levier pour la gestion en général? Pour les sciences de gestion ou pour la gestion dans les entreprises telles qu'elles se pratiquent? Pour les deux, moi je pense pour les deux. Parce que les deux se... Alors, j'ai peut-être une réponse comme ça, un petit peu à chaud. D'après ce qu'on a dit, hein, on est quand même dans des systèmes où on mesure beaucoup. Donc, qui dit mesurer dit quantifier. Après, cette quantification, on le sait bien en sciences de gestion, on a parlé de certains indicateurs tout à l'heure, il y a des indicateurs qui sont très facilement objectivables. On parlait de stock, on parlait de délai, on parlait de ponctualité. Ça se mesure de manière assez objective, même si l'outil de mesure va toujours avoir un impact sur la qualité de la mesure, hein, un petit peu comme le ménisque en chimie. Bon, selon comment on le regarde, voilà, on sait qu'il y a, c'est jamais parfait. Pour autant, il y a plein d'autres choses qu'on est amené à mesurer qui sont éminemment subjectifs, très discutables après en termes de quantification. Moi, je serais tentée de dire qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire dialoguer les deux. Je crois que la pire des solutions, enfin la pire des options, ce serait qu'il y ait un monde du quali d'un côté, un monde du quanti de l'autre, et que ces deux mondes ne parlent pas l'un avec l'autre. Ça, pour moi, ce serait la pire des options. Donc que ce soit en recherche d'ailleurs, ou que ce soit... Et j'ai très peur, à titre personnel, mais ça rejoint peut-être ce que tu disais sur les outils, effectivement les outils de gestion et l'informatisation à outrance d'un certain nombre de choses, puisque là on est bien obligé de mesurer, sauf si les big data nous permettent de traiter autre chose que des données quanti, mais moi ça me fait toujours très très peur quand on mesure tout, parce que parfois c'est mesuré à tort et à travers en termes de méthodologie. Voilà, que ce soit professionnellement parlant ou au plan de la recherche. C'est-à-dire, moi, pour vous répondre, je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire une réponse absolue, voilà, évidemment. Donc, je pense qu'il y a deux questions. C'est la première question, c'est quel est le rapport, enfin, combien, jusqu'où on va dans la mesure, voilà. Donc, et est-ce qu'on prend toutes les décisions, tout sur les mesures, voilà. Donc, évidemment, si on a cette espèce de grand projet d'automatisation, parce que c'est ça derrière, hein, des mesures, des décisions automatiques, ça n'a pas tellement de sens. Donc, il y a une question de quantité, voilà. Ensuite, moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est plutôt quelle mesure, pourquoi faire, pour qui. Voilà. Donc moi, c'est ça plutôt qui m'intéresse, parce que en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que même s'il y a beaucoup de mesures, il y en a très peu qui comptent. Hein. Il y en a très peu qui comptent, donc on peut avoir, je sais pas, 500 indicateurs, puis en fait, il y en a 4 qui comptent. Voilà. Et donc, c'est ces 4-là, moi, que j'ai envie qu'on regarde, et puis qu'on essaye de voir justement quelles sont les hypothèses qui sont dedans et quel monde ces indicateurs-là fabriquent. Donc c'est plutôt une réflexion sur quel type d'indicateur, plutôt mesurer, pas mesurer. Parce que, bon, après, bon, il y a d'autres, il peut y avoir d'autres préoccupations qui sont liées à l'interconnexion et à l'informatisation. Parce que, par exemple, la réflexion que j'essaie de développer aujourd'hui, qui était de montrer que les chiffres sont fabriqués, qu'il y a des conventions, etc., de plus en plus, comme les chiffres sont dans les machines, en fait, elles sont collectées automatiquement, les indicateurs sont produits automatiquement, il n'y a pas d'intelligence, en fait.
des gens qui reçoivent les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a de plus, l'indicateur il sort, c'est comme il est produit par une boîte noire, on ne sait pas comment il est fabriqué. Hein, voilà. Et donc ça me semble aussi très dangereux, c'est-à-dire l'incapacité qu'ont les utilisateurs à savoir d'où vient le chiffre en fait, de quoi il est fait, comment il a été produit, et ça me semble presque plus grave que le fait qu'il y ait un chiffre en fait. Voilà. Et je rajouterais deux choses. Je rajouterais effectivement la complexification de ces systèmes. C'est-à-dire que les algorithmes, les formules sont devenues tellement sophistiquées que plus personne n'arrive finalement à questionner l'algorithme lui-même. Et donc, on prend pour argent comptant le résultat sans questionner sa fabrique, hein, je te rejoins. Et puis après, quel sens ça a? Parce que finalement, ok, on a un chiffre, mais ça veut dire quoi? Comment on l'interprète? Et donc cette capacité d'interprétation de la mesure, pour moi, elle me paraît extrêmement importante. Et pas suffisamment là aussi travaillée. Et on peut faire un lien avec la recherche, je ne sais pas si ça viendra, mais c'est-à-dire qu'il y a une partie de la recherche en sciences sociales, en gestion, en économie, etc., qui consomme énormément de chiffres. Et aujourd'hui, il y a abondance de chiffres, parce qu'il y a des bases de données partout, etc. Et donc cette espèce de non-intelligence du chiffre qu'il y a en entreprise, c'est-à-dire qu'on prend des chiffres sur la machine, on l'a aussi en partie en recherche. On va prendre n'importe quel chiffre parce qu'on va avoir une belle base de données, on va pouvoir faire tourner des régressions, etc. Mais on ne se préoccupe pas tellement du sens en fait, du système, du processus de production, etc. Et donc, bref, donc ça c'est un autre problème, voilà. Donc, mais qui n'est pas lié au fait d'il y a un chiffre, qu'il n'y ait pas de chiffre, c'est comment on est formé, comment on réfléchit. Et je rajouterais, pour coupler avec la question sur les systèmes de traçabilité, finalement, quelle est la qualité de la donnée qu'on va travailler? Parce que pour travailler sur des systèmes de traçabilité totale, justement, dans tout un tas de secteurs d'activité, la donnée n'est pas toujours de qualité. Parce qu'entre le flux physique et le flux d'information, il faut organiser des couplages. Ces couplages sont plus ou moins bien faits. Et donc l'image que va nous donner l'ordinateur de ce qui se passe physiquement peut être fausse. Et du coup, la qualité de la donnée est problématique. Et du coup, le producteur de la donnée, demain, probablement, va devoir s'engager sur la certification de la donnée. Donc ça soulève tout un tas aussi de questions sur, ok, j'ai des bases de données, mais comment elles ont été produites, est-ce que la donnée est de qualité ou pas? Et après, le système CISO. J'ai pensé exactement à ça. On a eu la même resting moment. Voilà, c'est ça. On appelait ça comme ça maintenant. Je ne sais pas si on apprend CISO. Mais... Donc une autre question. Moi, on a l'impression aujourd'hui que la science de gestion peut avoir un temps de retard sur le monde réel qui est constamment en développement et perpétuel, un développement perpétuel, notamment au niveau de la logistique. Et on peut reprendre aussi l'exemple des balles 1 et des balles 3. On a vraiment l'impression qu'ils sont arrivés en retard. Donc comment on peut gérer ça au niveau des sciences de la gestion? Est-ce qu'on peut se projeter avant que les problèmes arrivent? La question est sur l'anticipation ou sur le fait de courir après? Oui, courir après. Je vais peut-être avoir une première réponse. On passe notre temps à courir après, mais c'est un peu normal. On étudie des situations de gestion, donc forcément on court après. La difficulté, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est qu'on court après en plus en étant amnésique. Alors même que il y a des situations qui ont l'air nouvelles, mais qui en fait sont pas du tout nouvelles, sont même extrêmement anciennes, et sont remontées aux années 80, même avant. Donc en fait, ce qui est dommage, je trouve, en sciences de gestion, c'est qu'on manque d'une perspective un peu historique, parce qu'il y a tout un tas de questions fondamentales qui ont été abordées. Tu parlais de la division du travail, c'est un sujet vieux comme le monde. Il y a des gens qui aujourd'hui réécrivent sur la division du travail sans avoir lu les premiers travaux. C'est dommage. Donc on a l'impression que c'est neuf, que c'est totalement, radicalement différent, mais posons-nous 3 secondes, réfléchissons, soyons pas sur le surf, et puis se disons, est-ce que finalement il n'y a pas eu des phénomènes très différents dans leur forme, dans leur manifestation concrète, mais qui sont révélatrices de problématiques fondamentales et qui perdurent, et qu'on n'a pas forcément résolu non plus, au plan théorique, mais
Mais donc voilà, c'est cette amnésie, moi, qui commence à me poser problème. Alors, peut-être que ça me pose problème parce que je commence à avancer en carrière et en âge, et du coup, j'ai vu écrire beaucoup de choses depuis le début des années 80, et je me dis, mais zut, ça, on l'a écrit dans les années 80. Enfin, c'est bon, on peut passer à autre chose, ou du moins, relisez ça avant de commencer à retravailler sur d'autres choses. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et puis après, il y a la question de la prospective. Alors, il y a eu beaucoup de travaux en sciences de gestion pour essayer d'avoir des méthodes de prospective. Il y a des auteurs célèbres en la matière. Là, ça questionne la scientificité de la démarche aussi. Donc, c'est des disciplines qui n'ont pas eu beaucoup de succès parce que finalement, qu'est-ce qui dit que le scientifique a raison? Ben, c'est 20 ans plus tard, est-ce que la prédiction était bonne? C'est dangereux, quoi. Hein. C'est dangereux, voilà, c'est un peu dangereux. Ouais, donc, mais ça n'empêche pas d'en faire. Voilà, c'est difficile à publier, mais ça n'empêche pas d'en faire. Moi, bon, la réponse courte, je pense qu'on, par définition, on court après. Hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. On étudie que des situations qui existent, donc voilà. Mais maintenant, ce que je pense, c'est que, à force de bien connaître les situations, des objets, etc., après, mais ça ne relève plus de la recherche. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui, parce qu'ils ont étudié des cas, des catastrophes, ou des engrenages, ou qui connaissent bien, alors sur certains outils, je pense par exemple à mes collègues qui connaissent bien la réglementation bancaire, etc., il y a un moment donné, à force d'avoir tourné autour de ça, d'avoir regardé les conséquences, ils ont des propositions à faire hein, sur comment il faudrait réglementer. À ce moment-là, ils changent de métier, c'est-à-dire qu'ils peuvent être auditionnés par les commissions d'enquête parlementaires, ils peuvent écrire, prendre des positions à la presse, etc. Donc là, c'est fondé sur une connaissance en fait, de certains milieux. Bon, comme toi, tu pourrais prendre des sortes de position sur certains phénomènes logistiques, voilà. Donc voilà, mais c'est pas de l'ordre du travail de la recherche. La recherche, elle peut documenter que des choses qui existent, des conséquences de ces choses, l'histoire de ces choses. Oui, ou élaborer des modèles prédictifs à court terme de certaines choses. Mais bon, voilà, de toute façon, ces modèles prédictifs, donc après, on va voir si ça marche, donc on est toujours dans mais c'est logique, et puis, ouais, c'est logique, il y a un temps de production de connaissances. Il y a un temps long quand même de la recherche, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi, c'est un peu ce qui est exaspérant dans les systèmes d'évaluation de la recherche, hein, ce qui est un peu exaspérant, c'est qu'il y a un temps long de la recherche. C'est pas par hasard s'il faut 3 ans pour faire une thèse. Il y a un peu un temps oui, c'est le minimum, c'est un temps un peu incompressible. Et pour développer une culture scientifique, il faut encore plus de temps. Donc forcément, il y a forcément un décalage entre les entreprises qui peuvent aller très vite et qui souhaitent aller très vite pour diverses raisons, et puis le chercheur qui, lui, qu'il le veuille ou non, a besoin de temps. Ce qui fait toute la difficulté d'ailleurs de la collaboration industrie-recherche. Par exemple sur les chiffres. Sur les chiffres, c'est très marquant, ce que j'avais en tête. Ouais, c'est-à-dire que très marquant. Les contrats doctoraux aussi. Les résultats à 6 mois. Voilà, ils voudraient que la thèse soit déjà terminée, etc. Alors qu'on est en train de collecter les données et qu'on va leur donner des informations sur ce qu'ils faisaient 2 ans plus tôt, mais eux ils l'auront déjà fait quoi. Ça sera un peu trop tard, donc la formation arrive trop tard en fait. C'est vrai pour l'action. Rien n'empêche pour la ronde d'après de tirer profit de ce qu'on a appris du précédent. Je pense à la thèse de Céline. Elle était, une partie de sa thèse, c'était par immersion dans une banque. Et toute l'analyse, la façon dont les acteurs, parce que bon là je vous ai pas parlé que de la présentation de la réglementation, mais elle a fait aussi un travail sur les outils à l'intérieur de la banque. Donc elle a suivi les acteurs qui essayaient d'élaborer des outils de gestion de crédit pour les chargés de crédit au guichet. Bon, évidemment, les conclusions de son travail ont été publiées bien après que les outils étaient fabriqués. Donc c'était trop tard, en tout cas pour ces outils-là. Après, on peut revenir et les refaire. Une fois qu'on a vu tout ce qu'elle a vu, quoi. Quels sont les meilleurs outils à ce moment-là? Ceux créés par l'entreprise dans le besoin immédiat ou ceux bien réfléchis? Il n'y a pas de meilleur, je ne sais pas comment dire, les acteurs sont souvent très... la réflexivité, elle n'est pas que du côté de la recherche en fait. Hein. Les acteurs sont souvent extrêmement conscients des choses, en tout cas avec les gens qui fabriquent les outils,
Justement parce que c'est les moments où toutes les questions se posent, où ils ont des disputes, où ils se bagarrent avec le copain, ils voient les contraintes juridiques. Donc c'est dans ce moment-là de fabrication qu'il y a plein de choses qui sont visibles en fait. Le fait est que les acteurs ne vont pas forcément analyser tous ces possibles et ces disputes comme un chercheur en sciences sociales le ferait. Mais une grande partie de la connaissance, elle est chez les acteurs. Le problème, c'est quel sens ils vont donner. Et donc, je reprends, par exemple, sur les disputes comptables, ça a été très visible au moment du passage aux normes comptables internationales. Comme les Français étaient amenés à adopter des normes qui n'étaient pas du tout la tradition française, les acteurs de la comptabilité étaient parfaitement conscients des problèmes qui se posaient. Le chercheur social avait juste besoin de prélever les discours en fait, pour comprendre ce qui se passait. Donc il faut aussi pas négliger l'espèce de savoir qu'il y a dedans. Donc on peut aussi se dire que une des valorisations des issues des recherches, c'est d'élever le niveau de réflexivité des acteurs, en fait, qu'ils aient un peu plus de recul, parce que c'est eux finalement qui ont les choix à faire et qui les voient, etc. Donc, on n'est pas sur des... Voilà, les acteurs sont réflexifs, ils sont stratégiques, ils sont tout ça. Il n'y a pas de... Et là, je souscris totalement à la réponse qui a été faite. Et c'est vrai que ça invite les chercheurs en sciences de gestion à être dans une tradition d'investir le terrain. Et là aussi, encore une fois, investir le terrain, ça suppose d'y passer du temps, ça suppose de le comprendre intimement. Et ça prend du temps. Donc ce qui peut amener à des choix méthodologiques discutables, c'est cette volonté d'aller au plus vite vers sortir des résultats et publier. Parce que là, c'est un peu contradictoire avec le fait de commencer par passer 6 mois dans l'entreprise pour comprendre ce qui s'y passe, pour écouter ces disputes. Et d'avoir les différents points de vue. Voilà, d'avoir tous les points de vue. Et l'histoire, si vous avez les points de vue et l'histoire, vous avez en fait presque pratiquement. Vous avez toutes les capacités critiques, elles sont là. C'est juste que vous les puis après, les organiser en fait. On prend des lunettes théoriques pour comprendre, analyser. On met en forme, ça voilà. On met en forme. Non, tout à fait, mais ça, je souscris tout à fait. Après, peut-être une question plus pour vous, Madame Fabricos. Est-ce que vous pensez, au niveau de la supply chain, qu'il est possible réellement de prendre en compte toutes les externalités de type environnemental ou... Est-ce que... Les prendre en compte à quel point de vue? Toutes, hein. Intellectuelle. La réponse. Toutes, non. Déjà, c'est la réponse. Notamment au niveau des externalités, comme vous l'avez dit, avec les transports. Ah mais s'il n'y avait que les transports, ce serait... Non, justement, alors je l'évoquais, encore une fois, on travaille dans notre laboratoire en lien avec un groupement, une association d'entreprises qui est assez engagée dans la logistique durable et notamment dans la fabrication de solutions qui soient élaborées à l'échelle d'une chaîne logistique, complémentaire que j'évoquais. Très clairement, c'est à la fois la question de toutes les externalités, puis la question de tous les points de vue. Parce que, je prends un simple exemple, travailler sur le packaging, ça vous fait travailler tout le monde sur le packaging. Parce que finalement, selon les encres d'impression que vous allez choisir pour que le rouge soit bien rouge, l'encre elle peut être super toxique, ça c'est pas bon. Et ça, si le marketing veut un super rouge, ça risque de se traduire par un choix d'encre qui va être assez toxique. Si l'emballage, c'est pas rien l'emballage, c'est pas que du mauvais. L'emballage, c'est ce qui protège le produit. Donc si vous mettez par exemple du carton autour de yaourt, si le carton il est bien solide, vous allez bien manutentionner vos yaourts, ils ne vont pas tomber, ils ne vont pas s'écraser. Bon, si vous réduisez l'emballage au point qu'il va être tellement léger qu'à la première manutention, paf, votre carton il va se déchirer et vos cartons vont tomber par terre, vous aurez tué le produit. Alors certes, vous aurez fait des économies de packaging, mais vous allez tuer plus de produits. Donc, il y aura plus de casse en manutention dans les magasins, dans les entrepôts. Donc le point de vue, encore une fois, entre le point de vue du consommateur, le point de vue du distributeur, le point de vue du fabricant, on peut minimiser le packaging jusqu'à un certain point, jusqu'où ne pas aller trop loin. Et donc je rejoins
on peut prendre tout un tas de choses en considération, mais à un moment donné, d'abord ça va être contradictoire, donc on va être sur des arbitrages, des compromis, et puis il faut effectivement que toutes les parties prenantes puissent exprimer l'intérêt d'avoir du packaging ou l'intérêt de ne plus en avoir. L'intérêt d'avoir un packaging jetable ou l'intérêt d'avoir un packaging réutilisable. Et s'il est réutilisable, ben, je vais peut-être être obligée de le laver, ça consomme de l'eau. Donc si je n'ai vu que le CO2 et que je n'ai pas vu la consommation d'eau, je risque de faire pire pour la planète. Ben, oui. Donc en fait, à chaque fois que vous tirez une ficelle dans ces sujets-là, vous partez au départ de l'écologie, d'accord, le CO2, puis du CO2 vous arrivez à des émissions de NOx, et puis après vous vous dites « Ah oui, mais si c'est des packaging réutilisables, il y a un moment je les lave. Consommation d'eau, est-ce que c'est raisonnable ? Et les détergents que je vais utiliser pour le laver, est-ce que c'est pas pire que finalement un carton bien recyclable avec des encres qui sont pas toxiques ?» Et c'est vrai que ça plonge les dirigeants face à une certaine perplexité, parce que est-ce qu'il vaut mieux acheter d'ailleurs à son petit fabricant du coin un emballage plastique qui était pas top, ou est-ce qu'il faut importer de Chine des packaging carton l'un dans l'autre, le pauvre chef d'entreprise, il ne sait pas trop à quel sens se vouer et quelle décision prendre. Parce que là, vraiment, on est sur des choses qui sont très imbriquées, très complexes et multicritères. Donc non, on ne peut pas tout prendre en compte. Et plus on essaie de prendre en compte, plus on essaie d'en prendre en compte, et plus ça plonge dans la perplexité la plus complète. Au plan de la décision en entreprise, enfin, pour ce que j'en vois en tout cas. Donc moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez au niveau de l'amnésie. Et donc c'était, est-ce que le problème de l'amnésie vient par exemple de l'enseignement? Et donc à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait se spécialiser vraiment très bien, donc travailler l'histoire et donc les points de vue de la matière que l'on travaille, ou il faudrait garder une certaine polyvalence au niveau des sciences de la gestion? Alors là j'ai pas de réponse. Sauf que quand je suis arrivée à la faculté en tant que maître de conférence, c'était fin des années 80, je me rappelle qu'en licence, certains collègues enseignaient aux étudiants l'épistémologie. Certains d'autres collègues enseignaient l'histoire de la pensée économique. D'autres enseignaient pas l'histoire de la pensée managériale, parce que ça n'existait pas comme matière, mais d'autres enseignaient l'histoire de l'économie industrielle, avec effectivement l'évolution des grands systèmes industriels, etc. Tous ces cours aujourd'hui ont disparu des maquettes. Ça ne s'enseigne plus, en tout cas plus en licence. On commence à les voir réapparaître quand tout va bien, en M2, quand tout va bien, et parfois qu'au niveau des écoles doctorales. Donc le sujet, c'est effectivement, il ne s'agit pas de tout savoir sur tout, mais d'ouvrir des fenêtres. C'est-à-dire que, pour moi, il est indispensable qu'on parle d'épistémologie dès la licence. Alors évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes mots en licence qu'en doctorat, mais si on commence à ouvrir des fenêtres sur ces sujets, sur l'histoire de la pensée économique, sur l'histoire des systèmes industriels, on ouvre des portes. Et le moment venu, quand on va s'emparer d'un sujet, on va dire « Ah, il faut peut-être que je relise ». Tiens, c'est contextualisé, donc il dit « Mais c'est contextualisé, mais c'est pas non plus hors sol ». Enfin, il y a des dépendances de sentiers, il y a des bifurcations, donc à un moment donné, savoir d'où on vient, d'où vient le système, pourquoi on en est là, comment ça s'est passé, pourquoi on en est là sur le glyphosate. C'est super intéressant de reprendre toute l'histoire de l'agriculture et c'était très bien à un moment donné d'avoir des... voilà. Donc, encore une fois, oui, je pense que c'est lié à l'enseignement. Je vous rejoins. Après, il ne faut pas tout enseigner à fond. Je dirais ouvrir des fenêtres. Voilà. Un champ de possible, encore une fois, intellectuel. Et puis, je pense finalement, pour conclure, on va vous poser la question générale des AASG. Donc, est-ce que vous pensez que le management, c'est mort clinique ou c'est en essence? C'est quoi les sciences de gestion? C'est quoi management en général? Bon, je ne sais pas c'est quoi la mort clinique d'une discipline. Elle n'a pas l'air d'être en mort clinique parce qu'il y a plein de revues, il y en a de plus en plus. C'est peut-être un cancer. Mais alors peut-être ça laissera mourir. Enfin, vous voyez, mort clinique, ça voudrait dire que ça ne produit plus. Bon, il y a quand même, je ne sais pas, entre le moment où moi j'ai commencé
ma carrière, à l'époque, il n'y avait pas du tout de communauté savante française, très peu au niveau international, il y avait à peu près 15 fois moins de revues, voilà. Donc si on prend ces indicateurs de vitalité, ensuite c'est quand même, dans l'enseignement supérieur, la gestion, c'était presque rien il y a 40 ans, il faut quand même voir, enfin vous êtes trop jeune pour ça, mais bon, ça n'existait pas, c'était pas une discipline d'enseignement supérieur, quasiment. Enfin, donc voilà, tout ça c'est des... Après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui, cette universitarisation, cette disciplinarisation vers l'université, parce que les sciences de gestion, comme je vous le disais, c'était pas très universitaire à l'époque. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit des choses en moins de qualité. Voilà. Après, on peut discuter. Mais bon, à partir du moment où pour moi, il y a une explosion. Donc, il y a forcément du bon. Il faut trier, quoi. Il y a un peu plus, il y a beaucoup de bruit, disons. Mais globalement, il se produit plus de choses, donc il y a beaucoup plus de bruit. Je ne sais pas avoir une réponse à une question compliquée, c'est la question que vous posez. Oui, après Renaissance. J'ai répondu. C'est Renaissance de quoi, de qui, pour faire quoi. C'est la question qu'il faut se poser. Encore une fois, est-ce qu'on est bien dans des sciences de l'action pour l'action? Parce que c'est aussi ça le sujet. Finalement, je pense qu'on a des faits qu'on observe avec différents angles, puisque finalement, on est sur des objets, et puis chaque discipline va attaquer ces objets d'une certaine manière. Donc pourquoi, finalement, il y a plusieurs angles d'attaque? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et pourquoi il a fallu qu'on ait un angle d'attaque qu'on a appelé gestion? Ça rejoint des questions qui ont été posées par certains collègues dans les années 90 autour justement de l'épistémologie des sciences de gestion, autour des choix méthodologiques associés et de la finalité de la production de connaissances. Si c'est que pour être dans un entre-soi d'académique, pour moi, c'est pas très intéressant. Et on va vers une mort clinique. C'est-à-dire qu'encore une fois, je rejoins la question de l'entropie ou de la négantropie. Si on est complètement clos, si on n'a plus d'échange avec personne à part nous-mêmes, on va mourir. Enfin, je sais rien. Ça dépend. Si tu suis l'entropie, système clos, oui, ça meurt. Ça veut dire, moi je vois des tas d'endroits où on est dans l'entre-soi et ça se porte très très bien. Tu vois, moi, c'est pas notre problème. Mais non, moi en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que il y a tous ces phénomènes de clans, de clanique. Bon voilà, on peut être très content entre soi, etc. Il n'y a pas de problème. Je pense, moi en revanche, que les sciences de gestion, disons les chercheurs en sciences de gestion, comme ils deviennent spécialistes de ces pratiques qui sont extraordinairement complexes. Ils ont un rôle à jouer, disons, qui va au-delà d'éclairer la décision de gestion. Il y a cette utilité-là, mais je pense qu'elles ont un rôle à jouer très important pour éclairer la fabrique du monde. Et je pense que souvent en gestion, on est plus réaliste en fait que par exemple en économie sur la compréhension des phénomènes, de la façon dont on fabrique le système économique en fait. Parce qu'il y a une attention aux acteurs, aux rapports de force, aux stratégies d'entreprise qui sont quand même c'est comme ça que l'économie se fabrique. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer, il y a un rôle à jouer aussi dans ce dialogue économie-gestion qui pourrait être mieux nourri aussi. Pas seulement sociologie-gestion. Je suis d'accord, complètement d'accord. Parce qu'il y a un réalisme en fait, il y a un réalisme des savoirs de la gestion qui n'est pas forcément là. C'est un tir parfait. Vous pouvez en faire des choses bien. C'est ça. Vous pouvez en faire des choses complètement stupides et inintéressantes, comme toujours. Toutes les sciences sont ça. Donc là, la balle est dans le camp de votre génération. Et on compte sur vous. J'espère être à la hauteur. Merci en tout cas pour cette interview. Merci à vous. Merci d'être venu et d'avoir participé à la conférence.